Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode du Magicien, un épisode un petit peu spécial puisque c'est un épisode croisé avec le podcast Profession Sophrologue de Laurence Roufouillet. Laurence, je l'ai connue au moment du Tarot Festival et nous avons aussi collaboré sur le séminaire Explore sur le tarot et la créativité. Laurence est sophrologue installée en région parisienne et elle a récemment ouvert aussi son podcast Profession Sophrologue et je l'ai invitée à ce qu'on fasse un épisode croisé. Et nous avons voulu faire un épisode sur le thème de vivre de sa passion, ou plutôt, est-ce que c'est possible justement de vivre de sa passion en vous partageant nos avis sur des points importants pour que ce soit une activité rentable ou pour le moins viable. Donc voilà, je vais vous laisser avec cet épisode. Si ce genre d'épisode croisé avec d'autres podcasteurs vous plaît, n'hésitez pas à m'indiquer avec quel podcast je pourrais partager et dites-le moi sous la vidéo sur le compte YouTube du Magicien ou sur le compte Instagram. Et maintenant, je laisse la parole à Laurence et à notre échange. Bonjour Laurence. Bonjour Fabienne et bonjour à tous. Donc, je te laisse la parole, Laurence, pour nos auditeurs communs. Qui es-tu et quel est ton podcast et de quel sujet ça parle? On veut tout savoir. Donc moi, je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis 22 ans. Je reçois à la fois en cabinet, je suis à Boulogne-Billancourt en région parisienne et puis je fais aussi beaucoup d'interventions en entreprise. Je suis par ailleurs auteure, j'ai écrit un certain nombre de livres, j'en ai fait 14 à ce jour, avec toujours l'idée de pratiquer la sophrologie dans un aspect très quotidien. Et puis j'ai effectivement un podcast qui s'appelle Profession Sophrologue, donc que j'ai lancé plus récemment que toi, qui a une longue expérience. Je l'ai lancé en novembre 2024. Et l'idée, c'était de parler du métier de sophrologue, mais de parler justement de ce dont on ne parle pas d'habitude, c'est-à-dire la manière de le pratiquer. J'ai envie de dire plus parfois la forme que le fond. Il y a beaucoup de podcasts sur les techniques de sophrologie. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la posture, l'identité de sophrologue, et puis aussi les manières de travailler, peut-être parfois aussi les trucs, tout ce qu'on n'apprend pas dans une formation de base. Alors toi, Fabienne, est-ce que tu peux te présenter pour mes auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore? Moi, je suis Fabienne Larnicole et je suis tarologue, on va dire. Je travaille avec les cartes depuis maintenant 2018, donc depuis quelques années. Je les compte pas. Et puis, j'ai créé un podcast qui s'appelle Le Magicien Podcast pour parler du tarot. Le magicien, c'est le premier arcane du tarot et moi, j'ai une entreprise donc qui s'appelle Taramaga et ce que je propose, c'est des accompagnements, des formations, c'est de transmettre. Enfin, moi, ce qui m'a toujours été ma passion, c'est de transmettre le tarot comme outil de développement personnel, comme aujourd'hui, je l'appelle un outil de coaching, puisque pour moi, c'est vraiment un jeu qui nous permet d'avancer, de se reconnecter à soi-même, de répondre à nos questions. Et donc, en ça, pour moi, c'est vraiment un outil de coaching et c'est ce que j'ai envie de faire passer aussi dans mon podcast, donc où je prends la parole pour parler du tarot, tout simplement, et de comment je l'utilise, mais aussi comment les autres l'utilisent, parce que je laisse beaucoup la parole aux autres, à mes collègues, on va dire. J'organise aussi beaucoup d'événements dans le monde du tarot, comme le Tarot Festival, le Tarot Bootcamp, Explore, auquel tu as fait partie sur ce séminaire en ligne sur le tarot et la créativité, parce que toi aussi, tu sais utiliser les cartes. C'est ce qui nous a rapprochés, c'est ce qui nous a fait nous connaître. Et on a aussi un point commun, c'est avec ton podcast justement,
Profession sophrologue. Profession sophrologue, pardon. Et moi, j'ai écrit un livre, un co-écrit avec Emmanuel, un livre qui s'appelle Devenir tarologue. Et donc, voilà, on a un petit peu aussi ce même sujet en commun. On a eu envie de le partager sur un épisode en commun, un épisode croisé qui va sortir et sur ton podcast et sur le mien, pour parler justement de ce thème de la professionnalisation d'un métier, disons, dans le secteur du développement personnel. Au sens large. Alors justement, je pense que comme moi, tu constates que les personnes qui viennent vers ces métiers, c'est souvent des reconversions. On est souvent en deuxième, voire troisième partie de carrière. C'est souvent d'abord une passion. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce qu'une passion, c'est suffisant pour en faire un métier ? Le jour où on se dit « Ah bah j'aime bien faire ça, mais je vais maintenant en faire mon métier à 100%. » Est-ce que ça suffit d'avoir une passion ? Alors, peut-être une vaste question. On commence par dans le vif du sujet. Alors, je peux pas dire qu'il faut pas être passionné pour faire un métier, parce que moi, c'est vrai que le tarot, ça a été une passion, et je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas mon métier de cette passion, puisque j'ai vu d'autres personnes, notamment Emmanuel Iger, être tarologue et vivre de sa passion. Donc, je me suis dit, si elle le fait, je peux le faire aussi. Donc, c'est vrai que moi, ça m'a porté. Et ça me porte encore d'être sur un métier passion. C'est-à-dire que je me lève tous les matins, je suis heureuse d'aller travailler. Donc je me dis, je peux pas dire que non, c'est pas quelque chose de bien. Je trouve que c'est super de pouvoir vivre de sa passion et de pouvoir en faire un métier. Mais dans le mot passion et dans le mot métier, il y a deux choses différentes. Il y a le mot métier et il y a le mot profession. Et c'est vrai que toutes les deux, on est, je pense, d'accord là-dessus. Il faut faire attention au fait que parce que c'est une passion, l'univers va permettre à ce que tout se déroule, parce que je suis connectée, parce que je suis canalisée, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, voilà, parce que je suis alignée, on va dire, sur ma passion, tout va bien se passer. Je pense qu'il faut vraiment peut-être mettre un peu les points sur les i là-dessus, parce que je vois peut-être beaucoup de personnes qui ont envie de vivre de leur passion, mais qui sont peut-être pas tout à fait alignées avec ce qu'il y a derrière. Et ce que c'est que faire que d'être entrepreneur finalement, en tout cas de vivre, d'avoir une activité professionnelle qu'on est la seule à porter, et que le salaire dépend aussi du travail que l'on fait, du travail que l'on va apporter, de l'organisation qu'on va mettre en place. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, je me dirais, ok, il faut pas tomber dans le piège de parce que je suis douée dans cette pratique, je vais pouvoir en vivre. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que là-dessus, on a un côté parfois peut-être un peu pragmatique ou terre-à-terre qui vont pas forcément du rêve, mais qui aussi se confrontent à la réalité. Je crois que dans ces métiers, que ce soit le métier de tarologue, le fait de lire les cartes ou d'utiliser les cartes justement dans tout un travail d'évolution personnelle, de coaching, de prise de conscience, ou dans la sophrologie, moi, je vois beaucoup de profils de personnes qui sont en quête de sens. Donc qui vraiment vont quitter certains métiers qui ne leur plaisent plus, qui les ont déçus parfois à la suite d'un burn-out. Ils ont trouvé un outil qui les a aidés et ils se disent cet outil, je vais en faire mon métier. Et comme tu le disais, le fait que cette part de rêve, finalement, cet idéal aussi parfois qu'on a entretenu pendant des mois, parfois des années, en se disant je vais me former, je vais apprendre. Nous, les formations de sophrologie, c'est quand même, normalement, ça dure sur 2 ans, même si c'est sur des séminaires, sur des week-ends. On dit souvent c'est un volume de 300 heures. C'est un budget qui peut être important. Une formation de sophrologie, c'est entre 3 et 4 000 euros. Donc, c'est un gros investissement de vie, c'est un gros changement de vie. Donc, la passion, c'est important parce que je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui vibre en nous. Mais je ne crois pas à la pensée magique comme toi. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'envoie de la bonne énergie à l'univers, alors tant mieux. Mais c'est pas pour ça que je vais forcément attirer à moi automatiquement des clients parce que je me dis je vais être la bonne personne à la bonne place. Alors oui, c'est ce qu'on va chercher, mais on va être peut-être un peu plus... Alors moi je dis souvent quand on parle d'argent, c'est parfois être un peu grossier, c'est peut-être un peu grossier de parler d'argent, mais c'est important, on a besoin de subvenir à nos besoins tous les jours, on a besoin de gagner notre vie avec ces métiers, parce que parfois c'est aussi pour ça qu'on les arrête.
Il ne faut pas qu'il y ait de déception au bout de 6 mois ou d'1 an. On sait que c'est des lancements d'activités qui peuvent quand même durer un certain temps. Donc oui à la passion, mais en gardant, tu sais, la tempérance, c'est-à-dire on peut doser à la fois les bonnes énergies, c'est-à-dire on a besoin d'une énergie effectivement, quelque chose qui vibre, qui est de l'ordre de ce qui s'appétit. Il faut que ça nous plaise énormément, il faut que ça ait du sens, mais il faut que ça puisse s'incarner et s'ancrer dans la matière. Donc moi, je pense que doser les deux, c'est important. Oui, je crois que pour se lancer dans ce genre de métier, il faut un peu de passion, mais aussi il faut de la résilience, il faut de la patience, et il faut beaucoup de... comme toute activité, quand on la lance, elle a besoin de temps pour s'installer, et nous-mêmes, on a besoin de temps pour comprendre là où on veut aller, qu'est-ce qu'on a à mettre en place, et des fois d'arriver à se comporter comme un chef d'entreprise. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'essaye de me dire, OK, tous les matins, un chef d'entreprise, il ferait quoi? Est-ce qu'il ferait telle chose? Non, c'est le chef d'entreprise, il dirait, qu'est-ce que je vends aujourd'hui, à qui, pourquoi et comment, quoi. Oui, tu es vraiment dans une démarche marketing. Ah voilà, je crois, c'est ça. Oui, mais je crois qu'on n'a pas trop le choix. Et puis ce que tu disais dans ces périodes de lancement, comme souvent c'est un nouveau métier, on peut être vite rattrapé par le syndrome de l'imposteur. Et quand on a un peu le syndrome de l'imposteur et qu'en plus on a des petits échecs, parce que ça marche pas tout de suite comme on voulait, ça peut être très déceptif et ça peut pour le coup plomber beaucoup cet élan de la création, de lancer une entreprise, de faire perdurer une activité, de faire vivre une activité, de se dire finalement c'était peut-être pas un truc pour moi. Oui. J'ai pas trouvé la bonne chose ou j'ai pas trouvé le bon truc, ça marche pour les autres mais ça marche pas pour moi. Et tout ça, je pense que ça se prépare. Tout à fait. Et donc, selon toi, comment construire justement un modèle économique qui soit viable? Est-ce que tu as des pistes là-dessus pour nos auditeurs? Moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup parce qu'en général, comme pour n'importe quelle entreprise, si tu vas voir au minimum un banquier, quand tu crées une activité, il va te faire un business plan. Mais te faire un business plan en connaissant ton marché, c'est-à-dire là où tu t'es implanté, alors le marché potentiel d'un sophrologue ou le marché potentiel d'un tarologue, c'est un peu difficile. Donc les business plans, c'est plutôt fait parfois au doigt mouillé. C'est un peu... on fait rentrer des trucs dans des tableaux Excel. En revanche, moi, il me semble... Alors moi, je fais beaucoup de supervision de sophrologues et j'accompagne beaucoup de sophrologues qui s'installent et on met les choses à plat. C'est-à-dire que la première chose, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, ça va être de combien vous avez besoin pour vivre. Tu parlais de durée, c'est-à-dire que une entreprise, elle a besoin de faire rentrer de l'argent parce que moi, j'ai besoin de subvenir à mes besoins tous les jours. Alors, on peut être dans une période favorable parce que, par exemple, on a bénéficié dans le cadre d'un licenciement. On sait qu'on a, par exemple, alors c'est plus Pôle emploi, maintenant c'est France Travail, mais on va avoir une rémunération, on va toucher quelque chose pendant quelques temps. Mais il y a un moment, on peut plus se contenter de ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que cette activité, elle soit rémunératrice. Donc le modèle économique, pour moi, c'est vraiment la base. C'est-à-dire moi Laurence ou moi Fabienne, de combien j'ai besoin, c'est-à-dire finalement mon train de vie, c'est quoi ? De quoi j'ai besoin pour vivre. Alors on sait bien qu'au début, on va être obligé un peu de diminuer un certain nombre d'activités qu'on faisait avant, on est obligé de faire des choix. On revient un peu aussi à l'essentiel. Et du coup, comment ça va se concrétiser? C'est-à-dire quelles sont les prestations qu'il va falloir que je vende, à quel tarif? Moi, c'est des choses vraiment sur lesquelles je travaille avec les sophrologues que j'accompagne, d'accord? Une consultation, ça coûte combien? Une formation, ça coûte combien? Potentiellement, il faudrait en vendre combien pour arriver à ce chiffre d'affaires? En plus, il y a une différence, ça tu le sais, entre le chiffre d'affaires et puis ton revenu à la fin, puisque il y a les charges, il y a les frais de fonctionnement, tout ça, il faut en tenir compte, pour vraiment, à la fin, en bout de course, se dire, voilà ce qu'il faut que je vende, et puis après, comment je vais faire? Donc toi, par exemple, comment t'as choisi ou qu'est-ce que t'en penses, toi, du modèle économique? Alors, est-ce que ça te parle? Oui. Tu prêches une convaincue. Moi, je me rappelle que tu t'es beaucoup définie comme avec la carte de l'empereur.
Ok. Parce que l'empereur, il est carré, il est organisé. Je me rappelle, vous aviez fait une conférence avec Emmanuelle Ligère, Ouais. où elle était, je sais plus quel personnage elle incarnait, mais toi, tu étais l'empereur, parce que tu la remettais dans le côté, il faut que ça soit carré. Et c'est ça que j'aime bien aussi, Étoile quoi. VS, on a Voilà, une c'est ça. conférence qui est un peu ce qu'on est en train de dire, hein, l'étoile VS empereur, c'est-à-dire l'étoile, celle qui pense être à sa place et enfin qui pense qui est, hein, qui est vraiment voilà alignée avec ce qu'elle veut, et l'empereur, ben comment on structure, c'est un peu, on sait pas ce qui est la coécriture du livre. C'est vrai que moi j'ai écrit toute la partie un petit peu business, marketing du livre. C'était ma partie. Moi, tu prêches une convaincue, puisqu'en fait, je suis, moi, entrepreneur depuis, j'ai jamais été salarié, en fait. Donc, être à Alors son moi, compte, je sais moi ce que non ça veut plus. dire. Voilà. Et quand je te dis tout à l'heure, effectivement, un chef d'entreprise, il se demande le matin, qu'est-ce que je vends, à qui, pourquoi, comment. Ben, en fait, c'est ça. C'est que là, tu nous parles de, OK, pour être dans nos métiers, quelle est ton offre et à qui tu la vends. Et après, le boulot, c'est une fois que tu as défini ça, c'est de la vendre. Parce que il y a aussi le fait de pas et ça moi je l'ai fait aussi, hein, je suis passée par toutes par tout plein d'étapes qui m'ont fait comprendre aussi, hein, qu'il fallait mettre en place une structure stable où on avait une base qui nous faisait qui faisait rentrer tous les mois quelque chose de stable, c'est-à-dire que si on n'a pas une stabilité dans les rentrées d'argent, ben c'est compliqué. Donc comment savoir si les gens vont s'inscrire à nos ateliers ou dans ton cas ou dans le cas de personnes qui font des tirages, comment savoir qu'il y ait tant de personnes qui vont prendre des consultations, quoi. Donc ça, c'est vraiment cette récurrence qu'il faut chercher. Si on fait de la consultation, il faut être sûr d'un mois à l'autre d'avoir un calendrier, une prise de rendez-vous. On prend des Oui, rendez-vous sur un agenda. Excusez-moi, c'est un peu en fin de journée. Un agenda. Je perds mes mots. Voilà, est-ce que mon agenda est rempli? Cette récurrence, elle doit s'installer petit à petit, et faire une clientèle, c'est long. Et donc, voilà. Pour moi, le modèle économique, on doit déjà avoir quelques temps et quelques soutiens au départ pour pouvoir arriver à mettre en place cette structure le temps que ça se mette en place. C'est-à-dire du jour au lendemain, ça n'arrivera pas. On ne peut pas dire, moi, dans 2 mois, il faut que je gagne 3 000 euros. Ça n'existe pas. Dans ces métiers-là, ça n'existe pas. Je ne suis pas d'accord avec moi, mais il faut oui, je suis tout à fait faire d'accord, redescendre. Voilà. Mais j'ai eu le cas, hein. Moi j'ai accompagné quelqu'un qui un jour est venu me voir en me disant, écoutez, il me reste 4 mois de chômage. Oui, c'est ça. Donc il faut absolument que dans 5 mois, je rentre 2 000 euros tous les mois. J'ai dit, mais là, on a un problème. Donc je lui ai dit, cherchez tout de suite un job à mi-temps. Ouais. Pour avoir au moins une sécurité et pas vous faire peur toute seule. Et puis, vous allez y arriver. Mais par contre, là, si dans le pipeline, on n'a plus que 4 mois, c'est pas jouable. Tu parlais de la récurrence et tu parlais, moi je trouve que dans le modèle économique, c'est ce qui va être important. Ma grand-mère disait, tu sais, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je trouve, le bon sens populaire a souvent raison, de réfléchir aussi, de structurer finalement son offre avec, moi j'incite souvent à avoir des produits, hein, finalement des prestations différentes qui peuvent toucher alors d'abord des cibles ou des publics différents, même si on se spécialise, hein, puisque on pourrait parler du fait de choisir de se nicher sur un marché, mais en tout cas de pouvoir se reposer sur plusieurs choses, qui fait que s'il y a un produit qui à un moment fonctionne moins bien ou se vend moins bien, on sait qu'on en a d'autres qu'on peut un peu pousser. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est très juste. Alors, par exemple, moi, dans ma catégorie de tarologue, on a plusieurs façons de gagner sa vie avec les cartes. On peut faire de la consultation, que ce soit plutôt en mode divination, voyance, médiumnité. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire dans ce thème-là avec les cartes. On peut faire, si on est plus orienté psychologique, on peut être plus en tarot psychologique. Là, on va être plus dans la transmission. C'est difficile de gagner sa vie avec que des consultations de tarot psychologique parce que les gens sont pas habitués à ça, en fait. Donc, c'est difficile à proposer. Donc, après, là, il y a l'idée de transmettre. Si on est aligné avec ça, parce que tout le monde n'est pas bon pédagogue et tout le monde n'a pas envie de transmettre, hein. Voilà, il y a toutes ces différentes choses. On peut proposer des ateliers. Et déjà, se poser la question de qu'est-ce que je veux faire moi, mais même si, par exemple, je ne fais que des consultations,
comme tu le dis, ça peut être des consultations, je vois très bien des fois des consultations flash ou des consultations par mail, puis une offre beaucoup plus premium avec une grosse consultation d'1h30, 2 heures pour faire le tour bilan de l'année, tu vois. Donc il y a des gens qui vont plutôt prendre ça, et ne vous attendez pas à ce que les gens prennent plutôt les tirages pas chers, parce que peut-être que justement ça sera d'arriver aussi à créer sa patte, en fait, d'être vraiment aligné avec ce que vous avez envie de proposer, que ça vienne de vous. Parce que sinon le syndrome de l'imposteur il vient immédiatement. Donc ne faites pas ce que le copain fait parce que vous pensez que c'est comme ça qu'il gagne sa vie et que vous devez faire pareil. Ça c'est vraiment un truc à bannir. Soyez le plus authentique possible dans votre proposition, et pour ça il faut se connaître un petit peu. Donc peut-être aller voir une sophrologue ou une psychologue, voilà. En tout cas se connaître, c'est sûr, et savoir ce que vous avez envie de proposer. Enfin, la diversification dans la même niche, ok, mais vraiment, pour donner un exemple. Moi, par exemple, j'ai coécrit le livre Devenir tarologue. Donc, à un moment donné, j'ai proposé ça à Emmanuel parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas dans notre niche de tarot, parce que nous, on est dans une niche de niche, là. Donc, ça n'existait pas. Il y a des gens qui nous posaient des questions. J'ai dit, pourquoi pas, on fait une conférence, et pourquoi pas, tiens, on fait le livre. Ok, on a fait ça. C'est super. Mais moi, je me suis dit, derrière, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais accompagner des gens? Est-ce que j'accompagne des gens à l'entrepreneuriat? J'ai essayé. J'ai fait des propositions, j'ai fait des offres, j'ai accompagné des personnes. Mais en fait, c'était pas mon truc. Mon truc, c'est de transmettre le tarot, c'est de faire du coaching, de coacher les gens, de leur permettre, mais pas forcément de les professionnaliser. Et je me suis rendu compte, et j'ai plus d'offres là-dessus. Et je ne souhaite pas accompagner des gens à l'entrepreneuriat parce que c'est pas mon truc. Et moi, j'ai envie d'accompagner des gens, mais pour réaliser des rêves, pour mieux se connaître, pour avancer dans leur vie. Il y aura peut-être des propositions là-dessus. Pour l'instant, non, parce que je suis sur la formation et je peux pas tout faire. Voilà. Donc j'ai vraiment parce que ça serait aussi disperser ton énergie et prendre le risque de t'éparpiller. Ce qu'on peut voir, parce que moi je suis beaucoup de sophrologues, je suis aussi beaucoup de tarologues, parce que moi le travail autour du tarot m'intéresse beaucoup. Parfois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se perdent un peu, en fait, alors beaucoup ce que tu disais, d'imiter ce que font les autres, avec des histoires alors de tunnels de vente qui sont parfois un peu tellement presque caricaturaux que ça en devient fake, ça manque justement d'authenticité. Et ce que tu disais, je crois qu'il n'y a pas de recette magique. La recette, c'est celle qui va fonctionner pour vous. C'est-à-dire, c'est vous qui allez faire. D'ailleurs, c'est comme une recette de cuisine. Tu peux avoir la blanquette de veau. Moi, j'adore ça. Tu as plusieurs manières de la faire, et puis chacune va avoir un peu son goût. Après, il y a quelque chose que je dis souvent. Moi, je travaille. Ils font ça beaucoup dans les startups. Il y a une méthode qui marche, c'est bien, ce qui s'appelle le test and learn. C'est-à-dire qu'ils vont lancer un produit, ils essayent, ça prend, ils continuent. Ça prend pas, ils arrêtent de suite. C'est-à-dire qu'ils se disent, ok, on va pas mettre d'énergie ou perdre du temps. Alors on laisse sa chance au produit. Quand on y croit, moi souvent, il y a des choses où je me dis j'y crois absolument. Donc je vais pousser ce truc, ça marche pas. Et ben ça marche pas, c'est qu'il a pas son public pour lui aujourd'hui, peut-être plus tard. Et donc comment je peux pivoter, c'est-à-dire transformer cette offre ou aller vers autre chose qui me ressemble plus et qui lui pourrait être quelque chose qui fonctionne, dans lequel je vais d'abord moi. Je pense que c'est important, trouver du plaisir, trouver du sens, donc être juste, être aligné, ce que tu disais tout à l'heure, et puis que ça rencontre un public. Tout à fait. Et la persévérance. Moi, je crois que si on veut créer une entreprise ou monter son activité, il faut persévérer aussi, savoir laisser tomber quand on voit que ça, y a pas, voilà, quand on voit que ça marche pas, il faut pas insister, mais persévérer dans, ok, ça marche pas, mais peut-être ça. Être résilient à l'échec, en fait. Parce que on prend des échecs tous les jours. Entreprendre, c'est ça. C'est être face à des échecs tous les jours. Donc, quelle est notre résilience face à l'échec? Comment on le prend, le travailler et être persévérant. C'est-à-dire que si au bout d'un an ça marche pas, on arrête, ou parce que voilà. Moi, je pense qu'il faut avoir les reins solides, et toute entreprise, en fait, démarre avec des fonds ou avec des gens qui sont un soutien. Il faut avoir les reins solides pour démarrer une activité, et je pense que ça, on le dit pas assez. Oui, d'avoir un peu d'avance, et notamment de trésorerie, c'est-à-dire d'avoir de l'argent, alors soit de l'argent de côté, soit de la trésorerie dans l'entreprise qui permet de faire face aux mauvais jours. Alors je vais donner un exemple, au moment où, je le dis tous les ans, mais au moment où on enregistre cet épisode, on est au mois de mai,
le mois de mai, c'est un mois très difficile pour les métiers qu'on fait. Pour plein de raisons, parce qu'il y a des ponts, parce que comme il y a des déplacements, des week-ends, des fêtes de famille, forcément, les gens qui sont censés être dans notre public, ils vont faire des choix financiers qui sont pas forcément les nôtres en ce moment. Et depuis, moi, ça fait 20 ans que j'ai un cabinet, ça fait 22 ans que je suis sophrologue, mais ça fait 20 ans que j'ai mon cabinet. Tous les ans, je provisionne la trésorerie pour le mois de mai, parce que je sais bien que le mois de mai, ça va être un mois difficile. La première année, j'ai angoissé alors j'avais de la trésorerie, mais je comprenais pas ce qui se passait. La deuxième année, quand j'ai compris, je me suis dit ok, il faut savoir que le mois de mai et le mois d'août, et le mois où aussi, non seulement je prends des vacances, mais mes clients aussi, j'ai 2 mois dans l'année. Donc moi, le modèle économique, quand je travaille avec quelqu'un, je le fais calculer sur 10 mois et pas sur 12. Et ça, c'est hyper important. On a tous besoin de congés de toute façon, donc quand on est en congé, on travaille pas, à moins d'avoir un modèle récurrent, voilà. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'est construire un modèle économique, réfléchir à celui qui vous correspond le mieux, combien vous avez envie de gagner, combien vous avez besoin de gagner, et comment vous allez chercher surtout, parce que là, après, une fois que vous avez déterminé combien vous voulez gagner, après, il faut mettre en place une structure, des tarifs, des offres qui vous permettent de gagner cela. Et d'aller chercher des clients. Donc après, il faut se transformer en marketeur. Comment on markete une offre, comment on la présente, quel nom on va lui donner, parce que des fois, je vois aussi des noms d'offres, des propositions qui n'ont aucun sens. En fait, on comprend rien. Mais moi, la première, je me suis plantée sur le nom de mon agenda. Je l'ai dit l'autre jour à Manuel, il dit, en fait, je me suis plantée. Mais si je me suis plantée, il n'y a pas marqué agenda sur Magus. À aucun moment donné, il y a marqué le mot agenda sur la couverture. Mais nul. Je te rassure, peu de gens l'utilisent comme un agenda. Moi, je n'ose pas écrire dedans tellement il est beau. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. On s'est fait plaisir, je me suis fait plaisir, je l'adore et c'est un super objet. Et effectivement, ce n'est pas qu'un agenda, mais c'est quand même un agenda parce que si je ne le vends pas comme agenda, sur les référencements SEO, sur mon site internet, si je le mets, personne ne sait ce que c'est. Magus 365 Tarot Book, ça ne veut rien dire. Tu feras mieux la prochaine fois. Voilà, je fais mieux la prochaine fois parce que j'y ai réfléchi. Mais toi, ce n'est que ça n'est que de réfléchir et de oser se dire ce que j'ai fait, c'est pas bon. Il faut faire mieux la prochaine fois. C'est vrai, quand on est entouré. Cette résilience, c'est apprendre par l'échec constamment et se dire c'est pas un échec, ok. C'est de l'expérience. Moi je suis pas triste à me dire. C'est de l'expérience, voilà. Donc n'ayez pas peur de vous planter. Tu parlais tout à l'heure, alors justement on arrive un peu au point un peu crucial du sujet de vendre, c'est-à-dire de rendre aussi visible notre offre puis d'aller chercher des gens que ça peut intéresser. Alors la grosse question c'est est-ce qu'il faut être absolument présent sur les réseaux sociaux pour réussir? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je te remercie de cette question parce que c'est une question qu'on m'a posée dans mon groupe de pratique dans la formation Tarot Coaching. Donc, j'ai un groupe de questions-réponses tous les mois avec eux. Et donc, on m'a posé cette question-là, quelqu'un qui voudrait s'installer et qui dit « Mais moi, je n'ai pas du tout envie d'aller sur TikTok, par exemple, pour ne citer, je ne veux pas faire de la pub pour les réseaux sociaux, mais en tout cas, voilà. Il me dit « Moi, je n'ai pas du tout envie d'aller sur ce réseau. » Et on m'a dit « Si tu veux tirer les cartes, il faut que tu ailles sur ce réseau. » Et j'ai dit, écoute, moi, personnellement, je ne pense pas qu'il faille être sur les réseaux sociaux forcément pour réussir. Surtout si tu veux faire de la consultation. Moi, je pense que tes clients, ils sont aussi autour de chez toi, dans ton local, et maintenant, on ne jure plus que par les réseaux sociaux et on oublie d'aller chercher les clients là où ils sont, c'est-à-dire autour de chez toi. Et il y en a autour de chez toi. Moi, la première fois que j'ai ouvert des cours de tarot dans le Gers, j'ai eu 20 personnes qui sont venues s'inscrire. Incroyable. Incroyable. J'ai dit, je fais des cours de tarot. J'avais 4 groupes de 5 personnes qui ont passé l'année tous les mois. Bon, c'était un cours par mois, mais comme tu t'inscris à un cours de danse, comme tu t'inscris à un cours j'ai lancé des cours de tarot et j'avais 20 élèves la première année. Donc, ces personnes-là, je suis pas allée les chercher sur les réseaux sociaux. Bon, j'avais fait un festival. C'est vrai que ça m'a aidé d'avoir des gens qui passent au festival et à qui je pouvais proposer ça. Mais allez travailler votre réseau local. Les gens qui sont autour de vous sont vos premiers clients. Donc, je me rappelle toujours de ça, ce conseil, parlez autour de vous, dites
je tire des cartes. Dites ce que vous faites, n'ayez pas peur. À partir du moment où de toute façon vous vous lancez, il faut arrêter de se cacher. Il faut être visible. Il faut arrêter de se cacher. C'est ça, c'est-à-dire que comment on veut être visible. Alors il y a un mot que tu as utilisé qui est très important, c'est oser. Eh bien oui, il faut oser incarner ce métier, cette profession que finalement on a choisi, qu'on a même voulu désirer parfois intensément. Et puis, tout dépend aussi du mode d'exercice. C'est vrai que, alors moi, je peux comparer pour les sophrologues quand on fait des séances individuelles, c'est-à-dire que quand on reçoit physiquement des personnes qui viennent nous voir pour faire de la sophrologie, quand on a un cabinet, ce qui est mon cas, c'est une partie de mon activité. Le mieux, c'est le réseau local, tu l'as dit. C'est-à-dire que c'est le quartier où je suis. Moi, je suis dans une grande ville de 120 000 habitants. C'est les commerçants du quartier, c'est le réseau du quartier, c'est les professionnels de ma ville. Quels sont les professionnels qui peuvent être des prescripteurs? Moi, je travaille beaucoup avec des médecins. J'ai beaucoup de médecins généralistes, par exemple, qui m'envoient des personnes, notamment autour des troubles du sommeil. Et puis après, les autres, je vais les chercher là où ils sont. Quand j'interviens en entreprise, je vais être plus sur une clientèle B2B, business to business, c'est-à-dire vraiment une clientèle professionnelle. Je vais plutôt aller les chercher sur des salons, sur des événements, dans des réseaux d'affaires. Moi, j'ai choisi par exemple de rentrer dans un réseau d'affaires pour ça. Et puis les réseaux sociaux, j'ai envie de te dire, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Alors c'est sûr que si tu vends en ligne, toi, ce qui est ton cas, c'est quasiment incontournable. C'est-à-dire que moi j'ai aussi des offres en ligne sur les workshops par exemple, qui sont des ateliers pratiques où on peut s'auto-former et surtout auto-adapter les outils. Ça passe par les réseaux, mais ça ne fait pas tout. Ça fait pas tout et voilà, il faut savoir pourquoi on est sur les réseaux en fait. Être sur les réseaux, il faut y être. Il faut avoir une présence en ligne. C'est ce que j'ai répondu à mon élève. Il faut avoir une présence en ligne. Pour moi, il faut avoir un site. Il faut avoir quoi que ce soit. Pour n'importe quelle activité aujourd'hui, il faut avoir une présence en ligne. J'ai fait un épisode qui s'appelle 5 manières d'être présent en ligne. Alors, écoutez l'épisode de Laurence, 5 manières d'être présent en ligne. 24, je crois, l'épisode 24. L'épisode 24 de l'épisode Profession sophrologue, parce que vous soyez sophrologue, tarologue... Oui, vous allez retrouver à peu près les mêmes choses. Il faut un site. Si tu n'as pas de site internet, les gens ils vont d'abord regarder si tu as un site internet. Ouais, c'est vraiment un repère. Il faut un repère avec les offres, avec peut-être un calendrier de prise de rendez-vous en ligne. Qui tu es, ta photo, c'est hyper important. Moi, le nombre de gens qui m'ont dit, ça m'a rassurée parce que j'ai vu votre photo. J'avais pas l'air complètement bizarre, je l'imagine. Ouais. C'est ça. Souriez aux gens, c'est un métier à qui on va parler à des humains. On fait du tarot, on est en contact avec l'humain. Donc le réseau social, à mon avis, il sert à ça. Il y a beaucoup de tarologues sur Instagram, mais on ne passe pas que par Instagram pour vendre. Moi, ma vente, elle ne se passe pas. Personnellement, je suis beaucoup sur les réseaux pour plein de raisons, mais je ne vends pas que par les réseaux. Instagram, c'est quelque chose de complémentaire. Et de toute façon, je veux pas rentrer dans le jeu, moi, de ce qui nous demande d'être tout le temps à faire de la gymnastique et tout ça. Et ça me fait perdre sinon trop de temps. Je vois que j'en perds déjà beaucoup trop. Moi, personnellement, ma communication, elle est passée par le podcast. Je regrette pas du tout d'avoir pris la parole sur le podcast parce que c'est quelque chose qui me plaît et je le fais facilement. Alors, sur les réseaux. Et puis, je trouve que ça crédibilise beaucoup. Parce que quand on t'écoute, moi, c'est comme ça que je t'ai connue. On voit que tu es quelqu'un qui a une réflexion, qui analyse, qui est posé, si ça ne te paraît pas complètement foufou, quoi. Et puis la newsletter. Donc il faut aussi créer en fait ce qu'on appelait à l'époque, avant les réseaux. Moi j'ai connu avant les réseaux aussi. Donc on a peut-être aussi des habitudes que j'ai pris des habitudes qui restent là et peut-être qu'aujourd'hui on met pas assez en avant. Ça s'appelle un fichier client en fait. La newsletter, c'est ça, c'est ok. Quand tu fais un salon, n'oublie pas de prendre les adresses mail aux gens, de leur dire, c'est pas donner une carte de visite dans le vide, c'est donne rendez-vous aux personnes que tu rencontres à un endroit. Cet endroit, c'est dans ta newsletter. Et donc c'est après envoyer des mails. Régulièrement, au rythme que tu veux, mais en tout cas se rappeler aux gens que tu es là, avoir un lien, leur parler, rentrer en communication, et donc ça peut passer par plein de créneaux, mais je pense qu'il faut quand même avoir
un compte, je sais pas, si tu veux travailler en local, un compte Facebook au moins, tu vois, peut-être quelque chose comme ça. Moi, j'y suis plus du tout, mais j'aime bien Instagram parce que j'aime bien l'image. Et voilà, j'ai envie maintenant de faire un peu plus de vidéos. J'avoue que je sais pas trop comment m'y prendre. J'aimerais bien avoir une chaîne YouTube, tu vois, peut-être pour parler, pour ouvrir d'autres choses. Mais bon, voilà. Après, faites ce qui vraiment vous résonne avec vous-même, en fait. Et si vous n'avez pas envie d'aller sur TikTok faire des tirages, guidance, et surtout, ne faites pas de guidance gratuite sur les réseaux. Moi, je crois que c'est se flinguer que de faire ça. Mais je l'ai toujours dit, hein, depuis des années, je dis ne faites pas ça, ne faites pas de guidance gratuite sur les réseaux sociaux. À moins que votre boulot, ce soit de faire des guidances gratuites pour vendre derrière des livres, par exemple, tu vois. Et encore, il faut pour vraiment dire aux gens... beaucoup, hein. Oui. Non, mais voilà, je pense aux gens qui ont déjà une notoriété, je sais pas, mais faites pas votre notoriété en envoyant l'idée que ce que vous faites, ça peut être gratuit. Parce que personne ne vous paiera derrière. Il faut un peu forcément de contenu gratuit pour dire aussi ce qu'on est, mais il faut pas, si je serais d'accord avec toi, si tu donnes 100% de ce que tu fais, bah pourquoi les gens iraient venir payer pour ça? Alors moi je pense, j'ai connu l'époque aussi, moi j'ai commencé, il y avait des blogs, hein. Et c'est vrai que moi, les blogs, j'écrivais des articles, mais l'intérêt des articles aussi, ça montrait, c'était une manière de montrer mon travail. De montrer aussi, moi, beaucoup dans les articles, j'ai montré la manière dont je travaillais, ce en quoi je croyais, les axes sur lesquels, qui m'intéressaient, les indications de la sophrologie, par exemple. Et sur la base d'un blog, bah, après, j'ai fait une newsletter. Et ce qu'il faut savoir, moi je le dis, hein, c'est à cause ou grâce à mon blog que j'ai commencé à écrire. Mon premier livre, il est sorti grâce à mon blog, parce que finalement j'avais tellement écrit qu'un jour je me suis dit mais ça je peux le structurer, hein, et puis en faire finalement un ouvrage. Et ça c'est des choses qui sont, je trouve, qui sont justement très crédibilisantes, qui parlent de toi, qui peuvent être authentiques. Moi c'est mon mot de l'année, hein. Cette année mon mot c'est authentique. C'est-à-dire que moi j'essaye de dégager le plus possible ce qui est juste pour moi et de pas faire des choses qui sont des passages obligés parce que les autres le font. Hein, quand tu disais les réseaux, de pas s'y perdre, hein. Si tu commences à jouer à cache-cache avec l'algorithme d'Instagram ou de LinkedIn ou TikTok en te disant je vais faire des trucs qui plaisent à l'algorithme, tu vas y laisser ta santé. Moi, je pense que ça fonctionne quand c'est juste, quoi. Et parler de soi et de dire, tout à fait ce que tu dis, c'est de dire arrêtez de copier, arrêtez d'aller chercher ce que les autres sont en pensant que c'est les autres qui ont raison. Faites ce que vous avez envie de faire, écrivez ce que vous avez envie d'écrire, ce que vous avez, vous, dans votre pensée. Du coup, précisez-la, cette pensée. Vous êtes tarologue, pourquoi? Vous avez envie de quoi? C'est ces questions-là qu'il faut se poser, en fait. Et puis, commencer à en parler. Moi, quand j'ai commencé à me dire, OK, moi, je veux... En fait, ma pratique, c'est du coaching. Comment je peux commencer comme toi, à créer un univers autour de ça? En fait, oui, j'ai une méthode, moi aussi. Pourquoi je la partagerais pas? Et pourquoi je dirais pas c'est une méthode, c'est ma technique? Ben si, fais ça. Parce que c'est ce que tu as organisé intellectuellement aussi, c'est la manière dont tu l'as structuré, c'est ton travail finalement. Ces métiers, moi j'ai souvent, c'est de l'artisanat aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on a créé des outils, et ces outils, on les peaufine aussi au fur et à mesure du fonctionnement. Moi, il y a des choses, par exemple, que j'ai arrêté de faire ou que j'ai faites différemment, comme un artisan qui va modifier un peu son outil ou qui va l'adapter pour qu'il puisse s'appliquer le mieux possible à ce qu'il doit faire. Tout à fait. Bon, en tout cas, c'était intéressant d'évoquer tous ces sujets-là, et j'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on va tout doucement s'acheminer vers la fin. S'acheminer vers la fin de cet épisode, sinon on pourrait en parler des heures. On est très bavards, Laurence et moi, et quand on est sur ces sujets, on pourrait ne plus s'arrêter. J'avais peut-être en conclusion l'idée de revenir un petit peu sur notre première question. Hein. Ces métiers sont passionnants parce qu'on travaille avec l'humain et parce que effectivement on a envie d'apporter aussi aux autres quelque chose. Mais je pense que la question à se poser, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai envie, moi, d'apporter avec mes cartes ou avec ma pratique? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Qu'est-ce que j'apporte de nouveau? Qu'est-ce que je pourrais apporter de neuf? Vous apportez forcément quelque chose de neuf. Et ce quelque chose de neuf, c'est vous-même. Et donc, c'est ce qu'il faut aller chercher, je pense. Elle est là, la carte de l'étoile. Voilà, elle est là, l'étoile. Fabienne, tu parlais du livre Devenir tarologue, t'as pas une petite info pour nous? J'allais oublier. Merci Laurence qui ne perd pas l'étoile.
Oui, en fait, alors le livre Devenir tarologue n'est plus auto-édité puisque il a été repris par les éditions Trajectoire et il va s'appeler Je deviens tarologue. Et c'est le début d'une série chez Trajectoire sur les métiers. Et donc voilà, normalement il va sortir là en précommande et il sortira à l'automne. Donc on est ravis avec Emmanuel voilà, de proposer on a travaillé un petit peu sur la mise à jour du coup de devenir tarologue et il va devenir je deviens tarologue. Voilà, donc très bientôt chez Trajectoire. Bravo, voilà un projet qui se concrétise. Merci Fabienne de m'avoir proposé ce podcast croisé, cet épisode croisé. Et puis nous, on se recroisera tous certainement parce que on a de temps en temps des points communs. On arrive à monter des projets communs. Celui-là en était un notamment. Merci beaucoup Fabienne. Merci à toi Laurence et puis à tous et à toutes. Passez une bonne semaine. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.